Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de toujours faire confiance à New World TV, les télévisions qui vous transforment. C'est l'heure de décryptage. Nous avons Mamadou Diouf, notre cher ami Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler de cette rencontre entre le président Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. C'est toute la Côte d'Ivoire, Mamadou, qui attendait cette rencontre. Elle a eu lieu, c'était mardi 27 juillet au palais présidentiel à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un pas vers la réconciliation, sans doute. Oui, certainement, c'est un pas et un pas important vers la réconciliation, puisque il ne faut pas qu'on oublie que c'est eux qui étaient les deux chefs de file de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Et Gbagbo, en parlant, a rappelé cela, que lui, c'était le chef de file du parti. Quand il dit, et il a parfaitement raison, que lui, il est libre et il y a d'autres qui sont en prison et qu'il n'y a pas de raison que lui, le chef de file, soit dehors et que d'autres soient en prison. Il pose un sérieux problème de logique. Mais il faut s'interroger parce que Gbagbo et Ouattara, qui va rouler qui dans la farine, il faut également se poser la question. N'oublions pas que dans ce pays, ces trois ténors de la scène politique, si on y ajoute Bédié, ont trouvé ce système extraordinaire de s'allier les uns les autres en fonction des moments. N'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, Gbagbo est allé rendre visite à Bédié. Il semble avoir scellé une alliance. Gbagbo est venu avec son état-major. Les deux états-majors ont fait des réunions ensemble, puisqu'on nous parlait de visites. Mais quand vous regardez, il y avait des états-majors, il y avait des rencontres. On ne nous a pas dit clairement qu'est-ce qui est sorti de cela. Est-ce que c'est une coalition contre le président de la République? Ou bien est-ce qu'ils se sont entendus pour s'approcher du président de la République? On ne nous a pas encore dit. D'un point de vue symbolique, ils se sont rencontrés. C'est bon parce que c'est une façon d'enterrer, si je peux l'appeler ainsi, la hache de guerre. Mais on n'a pas soldé cette guerre-là parce que les victimes sont là, les familles des victimes sont là, les dégâts causés sont là. Est-ce que tout cela sera passé à perte et profit? On va d'abord parler de cette rencontre. On peut dire, en voyant les images, Mamadou, que c'est une rencontre en pointe d'amitié. Oui, tous les deux l'ont dit. Ils ont dit que la rencontre était chaleureuse, la rencontre était fraternelle. Moi, ça me gênait un peu pour être honnête. Je trouvais qu'il y avait trop de sourires pour des gens qui sont responsables de 3000 morts dans leur pays. Je ne sais pas qui l'a entraîné, mais c'est les deux qui sont les principaux responsables de ces 3000 morts. Il aurait dû penser également à la famille de ceux-là qui sont morts. C'est bon de se réconcilier, mais comme l'a dit un des présidents des collectifs des victimes, que la vérité sorte. Isiaka Diabijou. Effectivement, que la vérité sorte, que la justice également se fasse. Parce qu'eux également sont des Ivoiriens. On ne peut pas faire la réconciliation au nom de tous les Ivoiriens. On ne peut pas avoir le pardon comme on le fait de plus en plus, où ceux qui n'ont pas été victimes, c'est eux qui pardonnent, en oubliant ceux qui ont été victimes. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est ceux qui ont été victimes qui doivent pardonner. L'officiel qui pardonne ne change absolument rien à la réalité. Donc pour moi, ça gênait un peu ce caractère très chaleureux, cette amitié qu'on nous a démontrée. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2010 Au lieu de laisser la Côte d'Ivoire dans la galère et attendre 2021 pour le faire. Ils auraient pu le faire en 2010. Personne ne parlerait de crise en Côte d'Ivoire. Parlant d'Isiaka Diaby, il a tout simplement dit que la réconciliation ne peut pas dépendre d'une rencontre entre deux Ivoiriens. Mais il a tout à fait raison. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, dans la famille de Gbagbo qui a été tué, dans la famille de Ouattara qui a été tué, si Isaka, on a tué quelqu'un dans sa famille, s'il faut pardonner, c'est la famille de Isaka qui doit pardonner. Ce n'est ni Gbagbo, ni Ouattara. Et maintenant, si vous ne mettez pas ces gens dans la réconciliation, on aura ce qu'on a vu tout le temps en Afrique. Dans nos pays, vous voyez, il y a beaucoup de monuments de réconciliation, de monuments aux morts, parce qu'on dit on réconcilie, on dit plus jamais ça, et puis 5 ans après, ça revient, on réconcilie, on dit plus jamais ça, 5 ans après, ça revient, mais ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de réconciliation, ou bien, s'il y en a eu, ça s'était fait avec une hypocrisie de façon totale. Aucune sincérité. Mais surtout, les victimes, les familles des victimes ne se sont pas reconnues dans cette réconciliation. Et quand Isaka parle, c'est un peu ça le drame,
vous avez quelqu'un qui est là, dont sa famille a été victime, et qui, lui, ne se reconnaît pas dans ce qui est en train d'être fait. Et il les rappelle d'ailleurs qu'il y a plein de promesses, il y a plein d'engagements qui avaient été pris, qui n'ont pas été respectés, parce qu'il leur dit que vous êtes en train de faire de la justice à plusieurs vitesses. Puisqu'il y a des gens qu'on a libérés, il y a des gens qu'on n'a pas libérés. La question des indemnités est là par rapport à ces gens, puisque quand on s'entend, en principe, il y a des réparations, il y a des dédommagements à faire. Le plus souvent, rien de tout cela n'a été fait. Mais n'oublions surtout pas que lors des dernières élections, il y a eu 87 morts. Oui. C'est déjà trop. Et ça montre déjà qu'on parle de réconciliation, on n'a pas tiré la leçon des 3000 morts. Si on avait tiré la leçon des 3000 morts, il n'y aurait pas eu 87 morts lors des élections passées. Alors, on connaît également, Mamadou, la profondeur de la division politique là-bas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que cette rencontre entre ces deux personnalités va favoriser, véritablement favoriser quelque chose en profondeur, dans le cœur de leurs partisans? Il faut reconnaître que la rencontre est un pas. Parce que ce n'est pas Gbagbo et Ouattara qui physiquement se battaient. Ce sont leurs partisans qui se battaient. Donc si ceux pour qui vous vous battez se retrouvent, se font l'accolade, s'attrapent la main, marchent ensemble, ben, la moindre des choses, c'est que les partisans également se retrouvent, oui, qui se serrent la main. De ce point de vue, on peut penser que cette animosité, cette querelle qui aurait pu continuer à exister entre les partisans de Ouattara et les partisans de Gbagbo, on espère que cette querelle va se taire. Mais les Ivoiriens, ce n'est pas seulement les partisans de Gbagbo et les partisans de Ouattara. Il ne faut pas qu'on réduise la Côte d'Ivoire à ces deux personnes. Je crois qu'eux-mêmes, ils l'ont compris, puisqu'ils disent qu'il y aura d'autres rencontres. Et ils disent même que la rencontre sera élargie à d'autres personnes. Et beaucoup d'analystes pensent que la première personne qui va être associée à la prochaine fois, c'est l'ancien président Henri Konan-Bédié. Ouais. Pour dire effectivement qu'ils comprennent qu'à deux, et avec leurs partisans, ils ne sont pas toute la Côte d'Ivoire. S'ils veulent qu'il y ait une réconciliation, il faut que les autres soient associés. Si cette démarche se poursuit étape par étape, qu'il n'y ait pas de, j'allais dire, de boulanger dans le jeu qui essaye d'enfariner l'autre, ils peuvent aboutir à une véritable réconciliation, une réconciliation dont les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui. Parce que, qu'on ne se trompe pas, le fait qu'ils se soient rencontrés ne change rien. Il y a une crise en Côte d'Ivoire entre des gens du Nord et des gens du Sud. Il y a une crise en Côte d'Ivoire entre des gens qui sont des pro-Gbagbo et des gens qui sont des pro-Ouattara. La dernière élection dont je parlais l'a montré clairement, où dans une crise qui est strictement politique, on est allé s'en prendre à des communautés. Alors qu'une communauté n'appartient pas nécessairement à un parti politique. Mais ça veut dire qu'à côté de la crise politique, il y a des questions communautaires qui sont là, qui n'ont pas été réglées et qui, lors des crises politiques, ressurgissent et accompagnent ces crises politiques. Vous ne pensez pas que ces questions communautaires sont dues à la manipulation politique? Si oui, comment cela se fait en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, c'est en lien avec la manipulation politique, parce qu'en Afrique, on a beau dire qu'il est interdit de créer un parti en tenant compte de la religion, de la région d'origine, de l'ethnie, etc. Mais prenez un exemple très simple. De façon générale, les leaders politiques, leur fief se trouve où? C'est dans leur zone d'origine. Et qui se trouve dans leur fief? Le plus souvent, c'est des gens appartenant à la même ethnie qu'eux. Donc, malgré ce qui est écrit sur les textes, dans la réalité, nous avons autre chose. Et malheureusement, et c'est là où ça devient plus grave, parfois, on le sent dans l'exercice du pouvoir. Mais quand vous le sentez dans l'exercice du pouvoir, vous amenez des populations à se braquer contre d'autres populations en pensant qu'une catégorie de la population a caporalisé un pouvoir qui devait être un pouvoir de l'ensemble des populations. Et bien sûr, la main des politiques est incontestablement dedans, parce que c'est eux qui sont au devant, c'est eux qui organisent le plus souvent la manipulation, qu'ils acceptent de le dire ou qu'ils n'acceptent pas de le dire. On le voit parfois quand dans une zone, on considère que ici c'est chez moi en tant que leader politique, et parce que c'est chez moi en tant que leader politique, Michel, appartenant à un autre parti, ne viendra pas faire campagne ici. Alors qu'il est clair que tous les habitants ne sont pas mes partisans. Michel peut y trouver des partisans, d'autres également peuvent y trouver des partisans. Quand on laisse passer une telle chose, mais c'est les politiques
qui le font, parce que s'ils l'avaient empêché, cela n'allait pas pouvoir avoir lieu. La libération des prisonniers politiques issus de la crise de 2010-2011 a été une demande du président Gbagbo. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'un bon chef de guerre, il n'oublie pas ses soldats. Moi, j'ai bien aimé son expression, il a été très franc. C'était moi le chef de file. Il a dit que s'il y a problème, c'est moi qui étais devant. Mais si je suis libre, les seconds couteaux, si on peut les appeler ainsi, ils ont encore plus droit à la liberté. Mais cela pourra certainement se faire parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a déjà plus de 800 personnes qui avaient été libérées. Avec un peu avant le retour d'ailleurs de l'ancien président Gbagbo, il y a des Ivoiriens qui étaient à l'extérieur qui sont rentrés. Avec son retour et après, il y a d'autres qui sont également rentrés pour dire qu'il y a quand même un processus qui est là. Certainement, d'ici une occasion, la fête nationale par exemple, le président va profiter, gracier 200 personnes et parmi les 200 personnes, il y aura ces gens dont parle le président Gbagbo parce qu'il ne va pas répondre à la demande en les graciant tous, les 30 en laissant les autres parce qu'en ce moment, ça poserait véritablement problème. Un pas vers la réconciliation, mais il y a d'autres acteurs également qui sont soit embassés, qui sont soit en exil, dont Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, son cas est quand même différent. Il a été acquitté au niveau de la CPI. Il se retrouve dans une posture aujourd'hui plus intéressante que la posture dans laquelle se trouve Guillaume Soro. Puisque lui, il a été condamné par contumace. Et bon, les chefs d'accusation retenus contre lui sont extrêmement lourds. Mais Gbagbo était condamné à 20 ans, il est condamné à 20 ans parce qu'il n'a pas été amnistié, donc la condamnation est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit à propos de cette condamnation, mais il y a un pas qui est franchi parce que quand le président, en principe, ne doit pas recevoir quelqu'un qui est condamné, qui devrait aller répondre à la justice, qui n'est pas allé répondre à la justice pour qu'on refasse le procès, ce qui veut dire que cette condamnation, on peut considérer que ce n'est plus la peine d'en parler. Mais vous avez ce que Ouattara a obtenu pendant qu'il était chez Bédié. Il parlait de Ouattara comme s'il parlait d'un individu, mais au palais, il a dit le président Ouattara. Alors que de l'autre côté, il semblait montrer que les élections de 2010, c'est lui qui les avait gagnées. Donc, il y a un pas, il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, même à travers les mots qui sont utilisés. Pour Guillaume, ce n'est pas encore le cas. Mais le jour où on voudra faire de la réconciliation, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a des partisans, il y a d'autres groupes, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on les prenne en compte dans la réconciliation. Et très certainement, pas à pas, ils trouveront le moyen de l'intégrer dans cette réconciliation parce que je ne crois pas que Guillaume ait commis plus de fautes que Gbagbo et Bédié ou Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont tous, à un certain moment, été responsables d'un groupe dans lequel des gens se sont permis de tuer et de blesser d'autres personnes, où ils ont été au pouvoir en mettant d'autres personnes dans des situations difficiles, puisque c'est des gens qui ont tourné autour de cette crise-là, et ils se sont retrouvés dans toutes les positions. Soit en étant du côté de ceux qui s'opposent et qui contestent, soit en étant du côté de ceux à qui on s'oppose. Et à chaque fois, on a vu ce qui s'est passé. Donc, à la limite, il n'y a pas un parmi eux qui peut prétendre être plus blanc par rapport à l'autre. Avant de terminer, proposez-nous, Mamadou, s'il vous plaît, un schéma qui puisse nous conduire vers une réconciliation effective en Côte d'Ivoire. Il y a un ministre qui a été choisi pour cela, et je me dis que si on le laisse continuer ce qu'il est en train de faire, il est possible de trouver une solution. N'oublions pas qu'il était allé jusqu'à Bruxelles pour aller voir le président Gbagbo. Et très certainement, sa démarche a participé à régler beaucoup de choses. Il est allé voir le président Bédié, même si certains partisans de Bédié ne voulaient pas le voir parce que c'est un ancien de ce parti politique qui finalement allait faire cavalier seul. Il peut faire les mêmes démarches également par rapport à Guillaume Soro et à ses partisans et aux autres partis. En ce moment, lui, en tant que ministre chargé de la réconciliation nationale, peut trouver un cadre de concertation dans lequel les Ivoiriens vont accepter de faire table rase du passé, mais comme le réclament les victimes, en disant la vérité. Pour qu'au moins, moi qui ai été victime
qu'on reconnaisse que j'ai été victime pour que je puisse dire je pardonne. Mais quand on me demande de pardonner alors qu'on n'a même pas pris la peine de reconnaître que j'ai été une victime, vous voyez un peu à quoi cela ressemble. Donc il faut que ce travail de réconciliation aille jusqu'au bout en ne laissant aucun des Ivoiriens de côté, mais en impliquant tous les Ivoiriens. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une pause et on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo.